Bonjour à tous, bienvenue pour ces nouvelles Office Hours GitHub Copilot en français. Je vous accueille aujourd'hui, hop, on a le slide qui est passé un peu vite. Je vous accueille aujourd'hui en ce magnifique lieu, puisqu'en fait on est sur place sur le lieu de l'AI Tour qui a lieu demain pour tous les préparatifs. Donc ça va être un très gros événement. On espère qu'il y en a certains d'entre vous qui pourront venir nous voir. On sera sur place avec Daniel qui m'accompagne aujourd'hui. Bonjour, Donc salut bonjour tout Daniel. le monde. Salut. Alors, je suis pour ma part Software Solution Engineer chez Microsoft et Daniel. Pour ma qui est part, avec je nous. suis Software Global Black Belt chez Microsoft. Enchanté. Et donc pour cette session, on vous a réservé notamment un focus, on va voir sur GitHub Copilot CLI et Agentic Workflow, entre autres. Alors petit rappel du format de ces sessions, si c'est la première fois que vous venez. L'idée, en gros, c'est d'avoir 5 minutes d'intro avec un petit peu ce qu'on va présenter, le format, ce qu'on est en train de faire, et ensuite de faire un focus un petit peu sur les nouveautés, et surtout un focus démo. Alors normalement, c'est 20 minutes à peu près de démo. Aujourd'hui, on va plutôt être autour des 30 minutes parce qu'on a une grosse actualité avec pas mal de choses à vous montrer. Et ensuite, on va garder le reste du temps pour toutes les questions et un petit peu les infos intéressantes qu'on pourrait vous faire passer. Donc les questions, c'est toutes les questions que vous avez pu poser lorsque vous êtes inscrit, mais ça va être aussi toutes les questions que vous souhaitez poser pendant la session, donc n'hésitez pas. Petite information déjà, c'est que si vous ne le savez pas, donc ça fait maintenant plus d'1 an qu'on fait ces Office Hours mensuels. Donc on a tous les replays qui sont disponibles sur YouTube. Donc n'hésitez pas en fait à aller voir ça. Vous avez toutes les démos avec toutes les questions auxquelles on a répondu qui sont disponibles sous forme de petits chapitres. Donc c'est vraiment une source d'information assez intéressante. Voilà, et pour rappel, du coup, c'est des sessions d'1 heure qui sont gratuites, ça vous le savez, parce qu'a priori, vous n'avez pas eu besoin de saisir une carte bleue pour rentrer dans la session. Donc voilà, n'hésitez pas, encore une fois, l'idée c'est d'avoir un maximum d'être en contact avec les utilisateurs, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions de façon ouverte, nous remonter vos problèmes pour savoir ce que vous aimeriez qu'on traite dans les prochaines sessions. Alors, what's new, au final, quand on s'est posé la question des grosses nouveautés, des grosses actualités qu'on voulait partager, ça a donné lieu en fait aux 2 démos qu'on va vous faire. Donc les 2 principales informations qu'on voulait vous passer, c'est bien sûr qu'il y a eu Copilot CLI qui est passé en General Availability. Donc ça veut dire que maintenant c'est effectivement c'est prod, c'est stable, vous pouvez l'utiliser si vous ne le faites pas encore de façon intensive. Et on a également les Agentic Workflow qui sont sortis en preview, pour le coup, que nous présentera Daniel juste après. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on bascule tout de suite sur la démo de Copilot CLI. Alors, on n'a plus trop le choix maintenant pour faire des démos, un peu démontrer des use cases avancés. Il faut faire des vidéos parce que ça nous permet d'accélérer simplement, pour pas rester trop longtemps à attendre devant l'écran et pour pouvoir vous montrer plus de choses intéressantes. Donc j'ai enregistré cette vidéo, je vais vous la commenter. L'idée en fait, ça se base sur un repo de code qui est fait partie des workshops qu'on va dérouler lors de l'AI Tour. C'est simplement une application qui s'appuie sur des API de température, de météo en Python. Qu'on souhaite migrer notamment vers de la ASP.NET, du React et aller vers de l'Azure native. Donc on va faire ça avec la CLI, et donc pour ça, je vais partir de mon repo et lancer simplement une commande PowerShell, et donc bien sûr lancer ma commande Copilot pour entrer dans ma CLI. Donc là, si vous n'avez pas encore découvert, en fait c'est simplement Copilot, vous allez pouvoir lui faire des requêtes, et vous avez accès à un certain nombre de commandes. La première commande qu'il faut connaître, c'est la commande modèle. En fait, c'est que vous allez pouvoir choisir et basculer à tout moment dans vos opérations le modèle que vous voulez prendre. Donc là, par exemple, je prends le modèle GPT-5.3 Codex et je peux choisir le degré de réflexion. J'ai aussi la commande MCP qui permet de gérer mes MCP serveurs que j'ai installés en local. Et il y a notamment une commande peut-être un petit peu moins connue qui est la commande plugin. Donc les plugins, en fait, vous allez pouvoir gérer des marketplaces, donc ajouter des marketplaces custom. Là, en l'occurrence, j'en ai déjà quelques-uns qui sont installés. Copilot plugin, Awesome Copilot que vous connaissez sûrement, qui est un repo en fait qu'on a beaucoup partagé, et Anthropic Agent Skill qui est en fait un catalogue de skills qui est proposé par Anthropic.
Donc là, je vais pouvoir faire un browse aussi sur ce marketplace pour voir, par exemple, Awesome Copilot, qu'est-ce qu'il me propose comme plugin installable. Et en fait, j'en ai tout un tas. C'est animé en fait par la communauté, alimenté par la communauté. Vous en avez beaucoup. Il y en a un notamment tout en haut, moi, qui m'intéressait, qui est Awesome Copilot. En fait, c'est le même nom que le plugin, que le repo, ce qui va vous permettre en fait simplement d'aller piocher dans tout le catalogue de prompts, de skills, d'agents, d'aller rechercher ceux qui vous intéressent pour les récupérer en local. Ensuite, donc je vais l'installer avec la commande install. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé aussi ce qu'il y avait dans Anthropic Agent Skill. Et il y en a un qui m'intéresse qui est Document Skill. Document Skill, en fait, il va vous permettre de gérer, de travailler avec des documents Excel, Word, PowerPoint et PDF. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc je les installe pour préparer un peu les outils que je vais utiliser. Ensuite, on va s'attaquer vraiment à la partie code. Donc là, je vais basculer sur modèle Claude Opus 4.6 qui est très performant pour faire des tâches vraiment complexes d'analyse avec beaucoup de contexte. Et ce que vous voyez là, hop, c'est passé un petit peu vite, c'est que je suis passé avec la commande Swift plus tab ici, vous pouvez basculer dans les différents modes. Vous avez le mode classique et en fait, vous pouvez basculer dans un mode plan. Donc, je le fais une première fois. Vous allez voir que ça va passer en bleu. Hop. Alors, je change le modèle. Je reviens un peu trop en arrière. Je bascule, du coup, le mode plan. Donc, je suis en bleu pour faire plan ou autopilote. Donc là, on va commencer le mode plan. L'idée, c'est de pouvoir faire une analyse et de voir un petit peu ce qu'on veut faire. Et là, je lui dis, OK, j'ai envie que tu m'aides à préparer une migration de mon code vers Python à ASP.NET. J'ai envie que tu utilises de multiples agents dédiés, base de données, back-end, front-end, que tu poses des questions, voilà la cible technique, et j'aimerais que tu m'aides à set-up mon projet pour avoir les bons agents, les bons skills et les bonnes instructions. Donc là, je lui ai fait un prompt où je lui demande tout ça, et il va travailler. Il commence par analyser tout mon code. C'est le même ici, c'est pas de faire du code, vous allez vraiment préparer un plan d'implémentation. Et c'est ce qui va être le plus efficace avec des agents qui sont très performants pour faire des tâches complexes, c'est vraiment de préparer un plan détaillé que vous allez donner ensuite. Donc là, on voit qu'il a lancé plusieurs agents en parallèle, des background tasks avec des agents dédiés, et avec la commande /task, je peux aller voir ce qui se passe. Donc là, c'est vraiment des tâches qui sont en tâches de fond, avec des agents dédiés, qui ont des rôles et des objectifs particuliers que je leur ai définis. Alors, en disant un agent database, un agent back-end, front-end, etc. Il me fait l'analyse et je vois que je peux avoir le statut de ce qui se passe en parallèle. Donc, j'ai vraiment des tâches là qui sont en parallèle avec mon agent principal de ma CLI qui va piloter tout ça. Donc, il attend et on a le statut. Vous voyez que c'est bien accéléré, hein, la vidéo. On voit en haut à gauche. Et une fois qu'il aura tout fini, il va me dire, OK, là j'ai terminé, je vais lancer un petit peu d'autres tâches, je vais rassembler toutes les infos et il va commencer à me poser des questions. C'est ce que je lui avais dit. Je lui ai dit, quand tu veux construire ton plan, pose-moi toutes les questions pour les trucs qui sont pas suffisamment clairs. Donc là, je lui dis, qu'est-ce que tu veux construire? Est-ce que tu veux un CRUD ou est-ce que tu veux faire du read-only? Est-ce que tu veux de l'authentification? Donc là, on a pas mal de questions yes, no, etc. avec des options recommandées. Et là, par exemple, j'ai une option où il me dit, je veux les agents instructions et skills. Est-ce que tu veux juste que je crée les fichiers ou est-ce que tu veux quelque chose de particulier? Donc là, je lui donne une instruction particulière. Je dis pas oui ou non. Je lui dis, OK, je veux que tu ajoutes ce step-là comme une étape initiale du plan et l'agent, je veux qu'il utilise les skills du plugin que j'ai installé juste avant pour aller récupérer les meilleurs fichiers d'agents, de prompts et d'instructions et me les installer directement sur mon projet. Donc là, j'ajoute vraiment ces instructions pour aller répondre à la question. Et avec tout ça, il va me construire un plan. Donc on voit, il a créé un plan.md ici, et il me le propose. Donc là, j'ai une version pour une revue, une version qui est un petit peu résumée, et je peux faire avec le CTRL-E, regarder le plan en détail. C'est ce que je fais. Ici, je peux consulter directement dans mes documents tout le détail. Et à partir de là, en fait, ce qu'il me propose, c'est de dire, OK, si ça te paraît bon, tu peux l'accepter et passer directement en mode autopilot plus fleet, commande fleet, qu'on verra juste après. Ou alors, tu peux suggérer des changements, donc itérer un peu dessus, ou alors ce que j'ai choisi de faire, moi je dis non, OK, c'est bon, je garde le plan, je vais faire moi-même les prompts. Ce qui est intéressant, c'est que ce plan, on peut aller l'éditer directement
dans VS Code, ce qui est un peu plus sympa que dans la ligne de commande si on veut aller commencer à éditer. Par exemple, ici, je vais dire dans la partie initial setup, je vais rajouter directement les commandes de mon plugin pour chacun, pour les skills, les agents, les instructions que je veux qu'il utilise. Donc ça me permet d'éditer. Une fois que mon plan il me paraît OK, je passe en mode autopilote. Et là, je veux une commande allow all parce que ça va me permet de passer un petit peu toutes les autorisations. Ça, attention, soyez bien sûr d'être dans un environnement de préférence une VM, quelque chose de sécurisé, parce qu'il va vraiment donner de base toutes les autorisations. Par contre, ça va me permettre d'éviter d'avoir sur une tâche aussi complexe énormément de validation manuelle à faire. Et donc, je lui dis, là, je vais utiliser la commande fleet. Donc, fleet, c'est vraiment le fait de déployer une flotte d'agents, de lui dire, je veux que tu travailles en mode agentic, multi-agent, et que tu parallélises les tâches. Donc, j'ai cette commande dans mon mode autopilote, et je vais lui donner mon prompt qui est, implémente-moi la phase initiale, qui est le setup de mon copilot. Et là, je lui répète pour être sûr, utilise de multiples agents quand c'est possible pour paralléliser les tâches et accélérer le processus. Et donc là, c'est parti, il me dit fleet deployed, il commence à travailler. Et du coup, on voit, j'ai mes 3 agents qui sont en parallèle, qui va installer des agents d'instruction, des prompts, et donc ils vont travailler en tâche de fond. Et donc au fur et à mesure, on va voir, voilà, l'agent 2, il a terminé, il a fait des prompts, il a installé 7 custom prompts, ensuite, qui lui a fini sur la partie instruction, ajouter 5 instructions qui correspondent du coup en fait, aux technologies que j'utilise, aux bonnes pratiques. Et enfin, on a le dernier. Et donc, on voit un peu tout ce qui m'a installé. Là, l'avantage, c'est comme j'ai vraiment setup toutes mes bonnes pratiques de base. Alors, je peux aller m'arrêter là et aller faire les modifications, faire du tri, bien sûr. Il sera aussi capable d'être en mode interaction, de me proposer, de me dire, j'ai trouvé tel agent, lesquels tu veux pas, etc. Là, pour la démo, simplement, je lui dis, mets-le-moi en place et je vais les utiliser tels quels. Mais l'idée, c'est que ça vous permet de mettre vraiment les bases des bonnes pratiques directement via ce plugin de tout setup avec les bonnes pratiques par défaut dans votre projet avant de démarrer l'écriture. Et là, on va passer dans la suite, en fait, qui est l'implémentation de tout le reste, en fait. La migration de l'application. Donc là, j'ai dit implement the rest of the plan, tout simplement. Il a déjà tout qui est décrit, donc j'ai pas besoin d'en dire plus. Et du coup, il commence en disant, je vais commencer par paralléliser 2 premières tâches qui vont être de faire mon back-end en .NET et mon front-end en React. Donc là, il fait comme d'habitude sa partie analyse et il va déployer 2 agents en parallèle pour avoir. Ce qu'on va voir, c'est que là, il me dit, OK, ça démarre en parallèle, mais ce qu'il voit, c'est qu'il a un enchaînement de tâches. Alors là, on peut aller voir un petit peu, par exemple, les tâches qui se passent. On voit qu'il a fait pas mal de choses. Mais en gros, il avance assez vite. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a des dépendances entre les tâches et ensuite, entre les agents, on a des grandes tâches qui elles-mêmes ont des dépendances avec un arbre très précis dans le plan qui a été défini. Et donc, il va être capable de piloter ça pendant très longtemps, puisque en l'occurrence, là, tout le processus que je vous montre jusqu'au bout, ça a pris à peu près, pas loin d'1 heure pour faire vraiment la réécriture complète. Et donc, du coup, là, on voit, par exemple, il a full back-end, il a effectivement la partie React où on voit en fait où il en est dans ses tâches. Il va continuer, il va me dire, OK, maintenant j'ai les tests, je peux écrire mes tests maintenant que la partie code est réalisée sur la partie React. Donc, il va écrire ses tests. Sur la partie ASP.NET, il est encore en train de réécrire le back-end. Là, il me dit back-end complete. Donc, en fait, on voit l'avancement avec tâche 10 sur 18 de fait. Maintenant, il va démarrer la partie test en .NET. Donc, en fait, il avance vraiment étape par étape avec les interdépendances entre les différents projets, les différentes étapes. Et ce qu'on va voir, c'est qu'il me dit, OK, j'ai les React tests qui sont OK, j'ai les tests back-end qui sont prêts. Du coup, maintenant, je vais pouvoir passer sur la phase de setup de l'intégration entre le back-end et le front-end pour aller vérifier cette. Maintenant, il va faire des tests de API parity, parce que comme on fait une migration, on veut être sûr que ce qu'on a migré soit bien équivalent à ce qu'on avait au départ. Des tests end-to-end pour s'assurer que tout est OK. Et donc, il relance un petit peu ces différentes étapes, toujours avec des agents en parallèle, qui dispatchent vraiment de façon dynamique. Là, on voit qu'on est aux agents 9 et 10, voilà, où il fait les tests d'API parity et les tests end-to-end avec Playwright sur le front-end.
Et là, tout ça, en fait, c'est vraiment mon plan qui se déroule. Vous voyez que j'ai pas ces interactions, j'ai pas besoin de gérer ces étapes-là. C'est vraiment ce côté plan. Il est capable de voir, par exemple, que j'ai un souci au niveau de mon API. Donc, il me dit, dernière étape, là, j'arrive sur l'agent 11, Final Validation, avec un fixe qui a été réalisé. Je réexécute l'intégralité des tests et je génère le summary, la documentation de ma migration. Voilà. Et donc, après de longues minutes, on arrive à quelque chose qui a été généré, où il me dit, voilà, tous les tests, le coverage des tests, etc. Et il me dit, voilà, maintenant, si tu veux démarrer, tu peux démarrer ton application avec un Docker Compose up, etc. Alors, comme je suis un peu flemmard, je lui dis, ben, start the app. Voilà, comme ça, il se débrouille, il le fait pour moi. Là, j'ai des petits messages d'erreur lorsqu'il essaie d'exécuter les tests, mais c'est pas quelque chose de gênant. Il démarre mon conteneur PostgreSQL avec ma base de données. Et ensuite, il va me démarrer mon application. Et une fois qu'elle est là, elle tourne, et donc je peux aller l'ouvrir et voir à quoi elle ressemble. Donc je vois ici mon application qui a été réalisée, du coup avec les différents pays. Je peux voir les températures, sachant qu'on n'avait pas forcément de front-end au départ, c'était vraiment plus une API en Python. Donc il a été capable de me générer comme ça un front-end sur base de Material Design, avec vraiment des reports sur la base de ce que j'avais intégré dans le plan. Et du coup, si on regarde côté API, j'ai bien mon Swagger qui est disponible avec mon API et donc tout ce qui permet de tester et de documenter l'API pour mes développeurs. Donc ça, c'est ce qui m'a généré. Et donc maintenant, si vous vous rappelez, j'avais installé au début un autre plugin qui était le plugin document, donc le fameux document skill at Anthropic. Et là, ce qu'on peut se dire, c'est OK, on a fait la migration parce qu'on a une réunion urgente pour présenter ce qu'on a fait. Et donc, ce qui serait intéressant, c'est d'utiliser en fait cette skill-là, maintenant qu'on a bien le contexte, le plan de migration, pour faire des slides pour nous, pour expliquer ce qu'on a fait. Et donc, là, juste changer mon modèle et je lui dis using the document skill, create a beautiful 5-slide PowerPoint to present the freshly rewritten weather app. Et je lui dis utilise des screenshots de l'application, faites des screenshots de l'application avec Playwright. Donc, quand je démarre, il commence par me faire les screenshots avec Playwright. Donc là, c'est le serveur MCP qui est installé, du coup en local dans ma CLI, comme vous l'avez dans VS Code par exemple, qui va aller lancer l'application, le browser et faire les captures. Et du coup, ce qu'on voit après, c'est qu'il utilise une librairie qui s'appelle pptgenxjs. Et il m'a généré un PowerPoint. Alors là, encore une fois, je voulais accélérer. Ça n'a pas pris en vrai 15 secondes, ça prend plutôt 5 minutes. Mais il est capable de générer vraiment directement, de lui-même, juste avec le prompt que je lui ai donné et les informations bien sûr du plan, des slides qui présentent la migration qu'on vient de faire avec une capture un petit peu écrasée. Il y a des petites modifications peut-être un petit peu visuelles à faire, comme du blanc sur du gris, mais en tout cas, on a les principaux éléments qui nous permettent de présenter le projet. Voilà, et donc bien sûr, ces catalogues de plugins, de skills, etc., qui permettent d'avoir des capacités. Là, on voit, c'est assez impressionnant. PowerPoint, ça sort un peu du cadre de ce qu'on a l'habitude de faire avec GitHub Copilot, mais qui vous permettent effectivement d'étendre et d'imaginer pas mal de scénarios, encore une fois, pour gagner du temps voilà, dans votre quotidien. Voilà pour ma démo. Du coup, Daniel, je te propose de prendre la main pour la suite pour montrer la partie Agentic Workflow. Super. Un super démo, Philippe, merci beaucoup. Donc là, je vais partager mon écran. Petit instant. Voilà. Et du coup, maintenant, imaginez si vous voudriez prendre ces genres de workflow, comme celui que Philippe vient d'exécuter dans sa machine, imaginez si vous voudriez les mettre à disposition de n'importe quel développeur dans votre équipe et sur vos pipelines CI/CD, sur le cloud, de manière à que ça puisse passer à l'échelle, de manière à que ça puisse se déclencher à n'importe quel moment de la journée, avec un schedule à travers une pull request, ou quand vous ouvrez un issue, ou n'importe quel type d'événement
auquel on donne soutien avec, au support avec GitHub Actions. Ça, c'est l'idée des GitHub Agentic Workflows. Finalement, c'est l'idée de dire, bon, on va pouvoir construire, et on peut construire aujourd'hui, des prompts plus ou moins sophistiqués, peut-être avec des étapes enchaînées, comme par exemple ce qu'on a vu avec Philippe, d'abord du planning, après de l'implémentation, après de la documentation, et les mettre tout ensemble packagés dans un fichier workflow GitHub Actions qu'on va pouvoir mettre sur notre repo, peut-être sur plusieurs repos, et qui va tourner même quand on dort, et qui va nous donner un résultat plus fiable grâce au plugin, grâce aux skills qu'on va peu à peu itérer et faire du polissage pour s'assurer que le résultat qu'on veut soit ce qu'on s'attend. Bah, voilà qui travaille en Tech Workflows, voilà la promesse, voilà ce que on commence à voir comme résultat. Là, on a un fichier Markdown. Vous pourriez vous confondre avec les formats des GitHub Actions qu'on voit d'abord dans les front matter. Hein. Ce sont les premières la première syntaxe qu'on voit. Là, on voit de la syntaxe GitHub Actions pure. Donc, on a les triggers, hein, quand est-ce que ce workflow doit se déclencher, quand est-ce que cette pipeline GitHub Actions doit se déclencher. Ici, dans cet exemple, c'est chaque jour. Après, on peut donner des permissions et un peu de syntaxe spécifique aux Agentic Workflows dont je vais parler, qui s'appelle Safe Outputs. Et ça, c'est toute l'architecture de sécurité dont je vais parler tout à l'heure, mais pour l'instant, on va se concentrer dans l'essentiel. Et juste après, c'est front matter qui va venir définir quand est-ce que ce workflow agentique devrait se déclencher et quelle permission on va lui octroyer. On a notre prompt. Et dans ces cas-là, c'est un prompt très, très simple. C'est un prompt qui va venir indiquer à l'agent qui tourne sur Copilot, bien sûr. S'il te plaît, fais un summary de tous les issues qui ont été ouverts dans notre repo hein, et tu me fais un status report, un report des statuts pour l'équipe en forme d'un autre GitHub issue. Bon, voilà. Ça, c'est très simple, mais on peut passer sur des exemples beaucoup plus avancés. Donc là, je vais vous montrer les nouveaux sites de GitHub Agentic Workflows, qui est un preview. Donc, c'est un preview technique. Elle est ouverte à tous. Vous pouvez déjà l'utiliser. Vous pouvez accéder à cette documentation sur le site web github.github.com/gh-aw. Et là, vous allez tout de suite pouvoir appuyer sur Quick Start. Et sur le Quick Start, vous avez une vidéo qui va droit au point. Hein. Moi, je vais le faire en live pour vous. Mais voilà quelques prérequis. Tout simplement avoir accès à GitHub Copilot. Hein. Ça peut tourner aussi avec Claude ou Codex. Un repo sur lequel vous allez installer un workflow agentique. Bien sûr, GitHub Actions activé. Et les CLI de GitHub installés. Hein. Donc, je parle bien des GitHub CLI et non pas des Copilot CLI. Donc, c'est les GitHub CLI. Vous pouvez l'obtenir très, très simplement depuis le site web cli.github.com hein, pour Mac, dans mon cas, ou pour Windows. Et à ce moment-là, vous pouvez commencer avec GitHub Agentic Workflows. Tout d'abord, on va devoir installer l'extension GitHub Agentic Workflows pour GitHub CLI avec une commande très, très simple. Hein? GitHub Agentic Workflows est délivré comme extension pour les GitHub CLI. Et après, on va pouvoir commencer à ajouter des workflows agentiques. Alors, pour les faire encore plus simple, l'équipe GitHub Agentic Workflows a créé un catalogue des workflows agentiques qui ont démontré dans nos expériences avec des clients et avec des projets open source, délivrer énormément de valeur. Et donc là, je vais vous montrer comment on a un catalogue, par exemple, des workflows pour générer de la doc de manière continue. Hein, donc, des workflows pour générer la doc en continu. Hein, et par exemple, de manière journalière. Hein. Donc là, on a un catalogue, vous allez pouvoir retrouver sur la doc. Et on peut utiliser une commande très, très simple pour ajouter n'importe quel workflow agentique de ce catalogue. Hein. Donc là, moi, je vais passer sur ma ligne de commande. Ici, je suis sur un repo sur lequel je travaille.
et je vais ajouter un workflow agentique. Donc là, je vais utiliser la commande GHAW add wizard. Donc ça, c'est une commande spéciale pour tout simplement nous aider à ajouter un workflow agentique de ces catalogues d'exemples. Et là, vous avez vu, j'ai choisi le workflow agentique Unbloat Docs. Donc, qu'est-ce que ça me fait Unbloat Docs? Alors, c'est les documentation Unbloat. Et c'est ce que ça fait, c'est un agent qui va aller lire toute la doc de mon repo et va essayer de rationaliser, de la faire devenir plus simple, d'essayer d'éliminer des duplications et d'ajouter une narrative qui soit plus simple à lire et plus facile à digérer. Donc, c'est quelque chose qui me plaît parce que je suis en ce moment en train de construire la doc et j'aurais mieux avoir des agents qui écrivent la doc la nuit pour moi plutôt à moi de faire par moi-même. Donc, je vais installer ce workflow agentique avec cette commande. Et quand je lance la commande, vous allez voir, on va me demander de choisir mon agent de codage pour ce workflow agentique. Je vais utiliser GitHub Copilot. Une fois que je l'ai choisi, normalement, il va vous demander de vous authentifier avec un access token. D'accord? Dans mon cas, c'est déjà un access token existant, donc je n'ai pas besoin de le faire, mais sinon, vous allez être guidé pour les créer, d'accord? Avec des droits d'accès à Copilot. Et une fois cela fait, on va nous demander de créer une pull request pour ajouter les fichiers de workflow agentique au repo. Parce que comme vous savez bien, si on n'a pas les workflow GitHub Actions dans les repos, dans la branch main, les workflows ne tournent pas. C'est pour ça qu'on a besoin d'une pull request. Et là, il y a deux fichiers qui sont ajoutés. Notre fichier Markdown, que je vous ai montré dans l'exemple tout à l'heure, et après un fichier spécial ici que vous voyez qui s'appelle .lock.yaml. Et ça, c'est finalement les workflows GitHub Actions qui va tourner. Hein. Donc là, je vais vous expliquer très rapidement comment GitHub Agentic Workflows fait la traduction entre votre Markdown et un vrai fichier YAML qui va tourner sur GitHub Actions. C'est quelque chose qui est fait de manière automatique et on l'appelle compilation. C'est un peu complexe, on n'a pas besoin vraiment de se faire des soucis avec ça. Nous, on va se concentrer sur les Markdown, mais c'est la beauté de GitHub Agentic Workflow, c'est que ça va nous générer un workflow classique GitHub Actions qui va tourner avec GitHub Copilot CLI. Donc voilà, je lance mon pull request et en quelques instants, je vais avoir une pull request générée dans mon repo hein, et on va nous inviter à faire du merge. Je ne vais pas les lancer. Maintenant, je vais aller voir ma pull request directement. Donc, je vais copier les liens et on va aller ensemble regarder qu'est-ce qui a été généré. Donc, bien sûr, c'est quelque chose de très simple. On a quelques fichiers qui ont changé, hein, notamment mon uploaddocs.md qui est ajouté avec les correspondants. Alors, il y a eu un problème de réseau. Là, je suis à nouveau avec vous. Ouais, il y a eu un souci de réseau, effectivement, on t'a perdu pendant. T'es revenu. Voilà. Et bon, voilà, là, on a notre pull request. Alors, je pourrais faire du merge et attendre un jour pour que cela tourne, mais bien sûr, j'ai déjà fait tourner un workflow agentique pour cette démonstration. Donc, dans les mêmes repos, j'ai plusieurs workflows agentiques qui tournent chaque jour. Je vais vous montrer où je les stocke. Donc, ils se trouvent sur AW. Attendez, c'est pas sur AW, c'est sur Workflows. Et dans le dossier .github Workflows, j'ai Daily Test Improver, Daily Doc Updater. Donc là, vous l'avez compris, j'ai un workflow agentique qui va me générer des tests unitaires chaque jour.
Et je l'ai fait tourner chaque 24 heures. Et là, je vais vous montrer l'exécution d'hier. Donc, dans cette exécution d'hier, vous pouvez voir que mon workflow agentique de génération de tests unitaires journalière a des steps de préactivation, activation, après un step d'agent. C'est là qu'on va avoir les prompts qui vont tourner sur Copilot CLI. Et après, on a quelques autres steps qui s'appellent Safe Outputs et Memory, qui sont très intéressants hein, parce que ils font partie de l'architecture de sécurité et des mémoires agentiques de GitHub Agentic Workflows qui vont rendre la chose déjà beaucoup plus safe dans des contextes d'entreprise et aussi beaucoup plus escalable grâce à une mémoire automatique qui est générée. Donc, après ces runs, je peux voir tout ce qui s'est passé, qu'est-ce que l'agent a réfléchi, la conversation interne de l'agent. Hein, on va pouvoir voir aussi de l'activité sur les firewalls, donc quelles sont les connectivités réseau que l'agent a essayé d'entamer, vers quelle URL. On a même un prompt de détection des threats qui va tourner aussi pour essayer de voir s'il n'y a pas des potentiels soucis de sécurité avec ces prompts. Et finalement, une pull request avec des tests unitaires qui sont générés directement. Donc, je vais l'ouvrir. Et vous voyez que cet agentic workflow a été capable de me générer une pull request avec des nouveaux tests unitaires pour une classe qui en manquait et qui a tout seul déduit que le coverage pour cette classe monte de 65 jusqu'à 82% grâce à ces nouveaux tests unitaires qui m'ont été ajoutés automatiquement. Donc, après, quand je me réveille avec mon café, j'ai qu'à faire review de la pull request. J'ai qu'à faire tourner mon CI classique sur cette pull request pour être à l'aise et pouvoir dire, OK, très bien, ben, si je veux être rassuré davantage, je vais avoir Copilot qui va me faire la review de cette pull request et après, j'aurai qu'à faire merge. Et j'aurai mes tests unitaires intégrés ou la documentation ou n'importe quel résultat que vous cherchez. Rappelez-vous, on a un catalogue, mais vous pouvez écrire aussi vos propres agentic workflows. Donc, pour finir, je vous ai parlé d'une architecture de sécurité et je voudrais juste finir avec une vue aérienne de qu'est-ce que je veux dire par ça, parce que c'est très différent par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire en local. Donc, sur la CI, Agentic Workflows va d'abord lancer un job de GitHub Actions avec votre prompt, mais cet agent n'a des droits que de lecture. C'est très important. Il n'a des droits que de lecture. Et ces jobs va générer un plan, un fichier, avec les actions d'écriture que l'agent voudrait entreprendre. Mais ces actions d'écriture ne vont pas être exécutées tout de suite. Il y a un job qui s'appelle les jobs de sécurité ou les safe outputs, qui va analyser les actions d'écriture que l'agent voudrait entamer et va les contraster contre les permissions qu'on donne de manière explicite à ces workflows et va faire une analyse de sécurité additionnelle et accrue pour s'assurer qu'il n'y a pas de prompt injection, qu'il n'y a pas de contenu malicieux et tout simplement qu'on peut être plus tranquillement en train d'exécuter des workflows autonomes pendant qu'on dort. Et si tout est correct, les actions d'écriture vont s'exécuter dans un job additionnel, hein, dans un troisième job qui s'appelle les jobs d'écriture, hein, qui va faire ces actions d'écriture. Et voilà, avec ça, moi je suis trop excited avec GitHub Agentic Workflows et j'espère que vous allez construire des super choses avec tout ça. Bon, on peut passer aux questions, Philippe. Ouais, non, mais clairement, pour compléter, c'est vrai que ça ouvre énormément de perspectives et de use cases. Là, on est vraiment au début, mais effectivement, ça
ça vraiment va ramener plein de nouveaux use cases en termes d'automatisation, c'est assez énorme. On avait, je pense que tu peux rester mis sur le slide, on avait 2 questions du coup dans le chat, d'ailleurs je vais les publier en même temps. On en avait une première. Est-ce qu'on doit obligatoirement configurer l'agentic workflow dans chaque repo d'application, ou est-ce qu'on peut configurer notre repo d'application pour qu'il appelle un autre repo template qui contiendrait la config agentic workflow? Donc en gros, c'est plus de se dire comment est-ce qu'on va pouvoir un peu centraliser et partager ces workflows de façon efficace plutôt que de simplement aller copier à chaque fois les workflows dans chaque repo. Bah, en tout cas, c'est comme ça que je la comprends. Oui. Vous pouvez créer des workflows au niveau de l'organisation GitHub et ils peuvent être des workflows agentiques aussi. Ils doivent avoir accès à un token. En ce moment, il faut que ce soit un personal access token, un token personnel avec des droits sur Copilot. D'accord? Donc, ça va venir bloquer parce que ça va consommer de la souscription Copilot cet utilisateur précis, mais on est en train de le résoudre pour avoir un token au niveau de l'organisation. D'accord? Mais oui, vous pouvez le faire et vous pouvez même l'imposer sur des repos avec les rule sets de GitHub. D'accord? Vous pouvez tout simplement dire ce workflow agentique au niveau de l'organisation, il doit être exécuté sur tous ces repos qui remplissent cette rule set, ou voilà, vous pouvez aussi les réutiliser, donc il n'y a aucun problème. Et si vous avez des questions additionnelles, n'hésitez pas à aller sur les repos de GitHub Agentic Workflows, ouvrir des issues, ouvrir des discussions, parce que comme je vous l'ai dit, c'est une technical preview. On va très bientôt passer sur GA, donc on est très à l'écoute de tous vos feedbacks. Et du coup, j'en profite puisqu'il y avait une deuxième question sur le coût, puisqu'effectivement, là, on parlait du coût des premium requests, la consommation de premium requests. Et c'était en fait combien coûte en moyenne l'exécution de ce type de workflow sur les crédits Copilot. Donc, c'était exactement ça. Il y a l'aspect premium request. Et donc bah, là-dessus, effectivement, on a des éléments qui vont très vite évoluer. Oui. Et du coup, le coût côté runner, peut-être aussi. Oui, alors, donc il y a deux parties. Il y a les coûts inference, premium request. Donc là, il faut savoir que derrière ce workflow, il y a Copilot CLI. Hein, c'est pas de la magie noire, il y a vraiment Copilot CLI qui tourne derrière. Donc, si je reviens sur mon workflow, hein, et que j'ouvre les workflows agents, vous allez voir que les jobs agents va venir installer Copilot CLI. Et après, il va faire tourner Copilot CLI dans un container de manière isolée et dans un firewall et tout ça, avec votre prompt. Donc, finalement, ce qui va se passer, c'est que, vous l'avez compris, ce CLI va tourner comme il tourne en local dans votre machine, avec votre souscription parce que vous lui avez donné votre token. Et du coup, la consommation va dépendre du modèle que vous aurez choisi pour cet agentic workflow. Et après, il y a les coûts du runner GitHub Actions en soi-même aussi. Donc, si vous voulez faire tourner un GitHub Agentic Workflow sur un runner un peu plus large, avec plus de CPU, etc., bon, bah, il y a toutes les règles déjà existantes des pricing pour GitHub Actions. Exactement. Et pour les projets open source, il y a des runners gratuits, donc vous pouvez aussi l'utiliser sans des coûts GitHub Actions pour les repos publics. Hein. Ok, alors on a une question d'Adrien qui demandait aussi quel modèle est utilisé, mais du coup tu as répondu déjà. C'est le modèle qu'on va lui donner en fait dans la CLI pour le job. Vous pouvez les fixer. C'est vrai qu'il y a un modèle par défaut qui est utilisé. En ce moment, je ne saurais pas vous dire lesquels. Il va falloir que je regarde, mais vous pouvez modifier le modèle qui est utilisé par votre agentic workflow. Je vais me renseigner pendant qu'on répond d'autres questions plus tard. Ouais. Ok, je pense qu'on peut prendre les questions des slides. Comme ça, on va dérouler déjà les questions des slides et à la fin, on pourra reprendre les autres questions. Ouais. Alors, comment faire du DevSecOps sur GitHub Copilot? Alors, pour faire DevSecOps sur GitHub Copilot,
moi, dans la manière dans laquelle j'interprète cette question, c'est comment on peut finalement rendre notre approche DevOps, DevSecOps agentique de manière native. Et comment on peut faire pour faire tourner ces pipelines classiques DevSecOps avec des agents, que ce soit en local ou que ce soit dans les CI/CD. Dans les CI/CD, vous l'avez vu, notre réponse, c'est qu'ils travaillent Agentic Workflows. Donc, vous allez pouvoir intégrer dans vos pipelines des agents pour des tâches au-delà des tâches classiques dans du paradigme des DevSecOps qu'on connaît tous. D'accord? Pour des choses comme la génération de la doc automatique ou de la génération des tests unitaires ou vérifier pourquoi votre CI n'a pas tourné et ajouter des fixes, etc. Donc, tout ce que vous pourriez imaginer. Et après, en local, avec GitHub Copilot, on a toutes les possibilités de customisation à travers les plugins que Philippe vous a montré, les skills, les custom instructions. Rappelez-vous que les plugins, ce n'est rien d'autre qu'un paquet d'instructions, des skills, des MCP serveurs. Voilà, c'est un paquet unitaire de capacités pour vos agents. Ça, ce sont les plugins. Donc, en fait, en local, de quelle manière on peut faire DevSecOps avec GitHub Copilot? Il va falloir choisir ces ingrédients dans la forme des plugins, des skills, des custom agents. Si on ne les trouve pas dans la communauté, il va falloir les écrire. Peut-être un custom agent qui nous fait une étape de notre pipeline DevSecOps, peut-être la génération de la doc, peut-être régler des bugs, peut-être créer des plannings ou faire de la doc. Il va falloir voir qu'est-ce qu'on peut trouver dans la communauté et qu'est-ce qu'on peut écrire par nous-mêmes. Et après, on va pouvoir les enchaîner, d'accord, les uns après les autres, pour les exécuter aussi en local. Donc, à ce moment, on est en train de construire toutes ces capacités. Comme vous l'avez vu dans la partie CI/CD, on a Agentic Workflows. Et en local, on commence à avoir des plugins, des marketplaces, vous pouvez les installer, etc. Et très bientôt, c'est déjà une possibilité expérimentale, mais je vais la montrer. Vous avez un petit nouveau projet qui est intégré aussi avec le travail Agentic Workflows qui s'appelle Agent Package Manager. Et c'est celui-là qui va vous permettre de concocter vos recettes de cuisine pour la configuration de vos agents en local. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'au lieu d'installer à chaque fois tel skill, tel plugin, telle instruction, tel custom agent de la communauté, vous pouvez avoir un manifeste de dépendance agentique. Vous pouvez les installer en local avec APM ou Agent Package Manager. Ça fonctionne de la même manière que NPM, mais c'est conçu pour les agents. Et de cette manière-là, un dev, un autre dev, un autre dev peuvent avoir la même configuration ou les mêmes DevSecOps agentiques, ou comme on l'appelle ici chez Microsoft, les mêmes SDLC agentiques, et les faire tourner en local. Voilà pour cette question. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Oui, ben en fait, c'était parce on avait discuté avant pour l'interprétation qu'on avait de la question, parce qu'effectivement, et on était assez alignés sur le fait de dire c'est comment, au final, est-ce qu'on va pouvoir mettre en place un maximum de bonnes pratiques pour s'assurer en tout cas que on va apporter cette partie shift left et cette validation de la qualité. Et effectivement, ça passe par mettre en place les bonnes règles, les bonnes pratiques avec tout ce que tu présentais, les skills. Par contre, effectivement, le point que je souhaite rajouter, c'est que ça ne dispense absolument pas de mettre en place de vos raids de validation via les pipelines, bien sûr, via le scan de sécurité, qui est primordial parce qu'il y a les choses qu'on va pouvoir faire en amont, parce que justement, c'est vraiment le shift left au maximum, puisqu'on ramène un maximum avec les capacités de l'IA en amont en fait cette validation de sécurité, ces bonnes pratiques, mais il faut surtout pas oublier d'avoir toujours le cycle de validation déterministe, j'ai envie de dire, avec les pratiques de qualité qu'on avait depuis toujours. Absolument. Alors, prochaine question. Alors, est-ce que c'est possible? Est-il possible de démontrer des cas d'usage concrets de GitHub Copilot en s'appuyant sur un serveur MCP?
Oui, alors du coup, bon là, effectivement, on en a eu un très rapide dans la partie CLI, puisqu'on voyait la partie Playwright qui fait les tests end-to-end, qui fait également les captures. Donc ça, c'est le serveur MCP qui le fait. On l'avait montré dans... Donc moi, je vous invite déjà à regarder la personne qui avait posé cette question, les replays, parce qu'on a pas mal de cas d'usage. Et je repartagerai justement dans le chat, là, dans les questions, le lien vers un workshop, en fait, qu'on propose, qui est un workshop gratuit. Vous pouvez prendre vraiment de l'onboarding qui permet de voir tous ces use cases et d'expérimenter vous-même la partie MCP. Justement, avec des use cases, notamment avec le MCP GitHub, le MCP Playwright et voilà. Et après, dans Awesome Copilot, on a également l'usage effectivement de prompts qui font usage de ça. Je pense qu'on a vu plein de cas de ça chez MCP Ouais. avec ta démo, Philippe. C'est ça. C'est bien garni. Alors, on passe à la prochaine slide. Ouais. Question. Ah oui, alors, à la limite, je vais faire prendre le contrôle, je vais voir si je peux comme ça pour choisir la slide. Donc là, c'était une question qu'on avait, et c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. C'est quand est-ce que je dois choisir quel modèle? Par exemple, on avait d'ailleurs encore une question dans le chat que j'avais pas encore publié, mais par exemple, quel est le bon modèle, quel est le modèle minimum qu'il faut prendre pour ah bah ok, c'est pas grave, tu passeras à la slide. Quel modèle minimum qu'il faut prendre, par exemple, pour la skill documentation, pour tel type de tâche, etc. Donc ça, c'est des questions qu'on a souvent, et il y a aussi le fait de se dire, ok, on sait qu'on a un crédit de premium request. Généralement, les développeurs s'en rendent compte une fois qu'ils atteignent la limite. Et donc, c'est comment bien gérer ça, comment bien gérer mon usage pour optimiser l'utilisation. Donc, on a quelques éléments pour vous. C'est pas ce slide suivant. Déjà, comprendre un petit peu, voilà, ce que c'est que... Alors là, tu peux cliquer pour faire apparaître, du coup, celui qui Oui. On y va. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est quand vous avez sélectionné vos modèles, vous avez un multiplicateur qui apparaît sur la droite. Donc les multiplicateurs qui sont à 0, donc 0 fois, c'est tous les modèles qui sont gratuits, illimités. Donc ceux-là, même quand vous avez atteint votre limite, vous pouvez les prendre. Donc je vous invite à les prendre quand ça peut matcher vos besoins. Et après, on a tous les autres modèles, donc ça évolue tout le temps. Vous voyez que à chaque fois qu'on a un nouveau modèle qui sort, en fait, vous l'avez disponible instantanément dans GitHub Copilot. Donc, vous avez toutes les dernières versions avec le multiplicateur qui est associé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les modèles premium. Donc, il faut savoir que quand vous êtes dans un mode business ou alors professionnel, vous avez 300 premium requests qui sont inclus. Et quand vous êtes en enterprise, vous en avez 1000. Donc ça, c'est la limite que vous avez. Et donc à droite, effectivement, dans le statut, la petite barre de statut de VS Code, dans Visual Studio, vous voyez aussi, vous avez la progression en fait de la consommation de vos premium requests. Et alors, si on clique un petit peu pour faire apparaître encore quelques éléments, on va expliquer un peu ce que c'est qu'une premium request. Et en fait, il y en a 3 clics à faire. Donc en fait, le truc, c'est qu'une premium request, ça va être en gros une interaction que vous faites avec Copilot. Et donc, si vous êtes en mode ask, posez une question, donc c'est une question, une réponse. Vous allez poser une question, votre réponse va vous coûter une premium request. C'est-à-dire que si vous prenez Opus, qui est un très gros modèle, qui est consommateur et qui est très très performant pour des tâches énormes, très longues, que vous l'utilisez en mode ask, vous allez avoir une premium request pour une question. Par contre, si vous allez en mode agent, et que vous donnez un plan assez détaillé, il peut itérer pendant longtemps, de longues minutes, si à la base vous n'avez pas d'autre interaction à faire, que vous avez juste la demande en disant implémente mon plan, et lui il peut tourner pendant plusieurs minutes, ce sera, même s'il fait beaucoup d'allers-retours, ce sera une seule premium request. C'est ça qu'il faut vous dire, c'est que si vous lui redonnez après, il y a d'autres interactions, vous lui donnez d'autres, vous commencez à itérer, chaque nouvelle requête, enfin chaque nouvelle demande que vous lui faites, ce sera une nouvelle premium request. Mais donc c'est pour ça que c'est important de construire le plan pour vraiment tout détailler avant et ensuite de lancer l'implémentation avec les modèles qui coûtent les plus chers parce que c'est là que vous allez avoir le plus de valeur. Et enfin, sur le Coding Agent, qui est celui sur la plateforme, en fait, c'est un modèle qui est encore plus autonome, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment lui faire des features complètes, des plans très détaillés, et il va pouvoir itérer pendant très très longtemps, pendant 1 heure parfois. Et ben du coup, ça va vous coûter qu'une seule premium request, malgré qu'il va faire plusieurs commits, il va ouvrir la pull request, il va faire énormément de choses. Donc en fait, c'est ça qui est important, c'est de comprendre que vous avez à la fois des modèles qu'il faut utiliser à bon escient pour l'usage, et en fonction aussi du mode que vous utilisez, le mode Ask, dites-vous que commencez peut-être le mode Ask avec GPT 4.1 qui est gratuit, posez vos questions, faites le plan aussi avec GPT 4.1, peut-être en disant bah, tiens, on va utiliser du GPT 5 ou du Claude Sonnet par exemple, qui va avoir un indicateur d'une fois pour faire un plan un peu plus complexe. Et ensuite, pour la génération, vous dites j'ai un plan très détaillé, je lance une premium request avec Opus et du coup, il va me faire énormément de choses.
Et sur la slide suivante, on a quelques exemples, puisqu'en fait, on a une documentation qui vous aide un petit peu à vous y retrouver. Ah, donc là, effectivement, donc l'idée, c'est en fonction des tâches, vous avez un petit peu. Alors, il a fait un peu n'importe quoi, c'est pas grave. Hop. Ok. Donc en gros, l'idée, Je c'est que vais vous te avez des tâches. montrer, Par exemple, Philippe. les tâches un peu génériques, voilà, c'est parfait. Les tâches générales d'écriture de code, d'écriture de documentation, etc. GPT 4.1, déjà, n'hésitez pas, c'est gratuit. Vous pouvez toujours tester. Et après, vous avez des modèles un petit peu moins chers. GPT 5.3 Codex, Gemini 3.1 Pro, Claude Sonnet 4.6, qui vont pouvoir faire, en fonction de la complexité de la tâche, des choses très performantes. Avec un multiplicateur de une fois, par exemple, une seule premium request. Après, pour des choses très simples, des tâches répétitives, etc., au final, vous pouvez utiliser soit les modèles gratuits, encore une fois, qui sont en vert, là, soit le Claude Haiku, par exemple, ou Gemini 3 Flash, si vous voyez que les résultats sont bien, parce que c'est des multiplicateurs 0,33, donc ce sera moins cher. Et si ça match, ce sera très bien. Dès que vous allez rentrer vraiment dans des trucs très complexes, réflexion profonde, du debugging, c'est là qu'on va commencer à utiliser du Claude Opus, Claude Sonnet, GPT-5.4, des plus gros modèles. Et si ça devient trop compliqué, déjà vous avez une documentation, donc c'est le lien qui est en dessous, où vous recherchez en fait which AI model should I use with GitHub Copilot. On a une documentation où on détaille tout ça pour tous les modèles. Et sinon, vous avez le mode auto, mine de rien, si vous n'avez pas envie de trop vous prendre la tête, mais d'essayer d'optimiser un petit peu, le mode automatique qui va sélectionner automatiquement le modèle que vous avez sur VS Code, qui est plutto efficace parce qu'il va analyser en fait la tâche, donc ce que vous lui demandez, et en fonction de ça, dispatcher sur tel ou tel modèle. Et vous avez en plus 10% d'économie au niveau des premium requests si vous l'utilisez. Après, voilà, en fonction des, voilà, c'est plutôt du profil power user ou pas. Donc voilà, je ne sais pas si tu as des points à rajouter là-dessus, si on passe à la prochaine question. Ok. Alors concrètement, qu'est-ce que je peux déléguer en plan mode ou autopilote mode dans mon terminal? Et comment je choisis les modèles Claude Opus, GPT-5.3, Gemini pendant une même session? C'est-à-dire que dans une même session, pouvoir avoir différentes tâches, comme on a pu voir d'ailleurs dans la démo CLI, mais avec différents modèles, pour pas tout faire avec le même modèle. Alors, par rapport à qu'est-ce que je peux déléguer en plan mode ou autopilot mode dans mon terminal, je pense qu'on est en train on peut déléguer n'importe quelle tâche en plan mode et autopilot mode, mais chacune de ces tâches ont été, ou des modes ont été conçus pour des types de tâches différentes. Donc, par exemple, si on va attaquer euh, un problème complexe, hein, une tâche genre, on va refactoriser cet énorme projet parce qu'on va bouger d'une librairie à une autre et les projets à peut-être 20 000 lignes de code, hein, ça c'est déjà une tâche assez conséquente, hein. Donc là, il faudrait dissecter, splitter, séparer les processus en plusieurs tâches déjà dans nos têtes. D'accord? Et donc, comme ingénieur, tout d'abord, ou développeur, tout d'abord, on va réfléchir à une planification, à une analyse, à un design de la solution. Et c'est ça que Plan Mode nous aide à faire. Donc, ça réduit de la charge cognitive déjà pour nous, mais aussi pour les agents, pour les modèles LLM. Donc, de cette manière-là, on va d'abord avoir une séance, hein, un agent qui va tourner dans sa propre séance en mode planning et qui va nous donner un plan. Et après, on va avoir une deuxième séance pour l'implémentation. Et l'avantage de séparer les deux, c'est qu'on va avoir des meilleurs résultats parce qu'on va d'abord itérer dans les plans et aussi parce que la fenêtre du contexte de chacun de ces deux agents qu'on aura utilisés est optimisée. Il y a davantage de choses qui rentrent parce qu'on a deux fenêtres de contexte différentes, parce qu'on a deux séances et on va aussi payer deux fois les premium requests, hein, bien sûr. Donc après, on a Autopilot Mode. Et dans Autopilot Mode, moi, j'ai délégué des tâches peut-être plus simples sur lesquelles j'ai à peu près un certain niveau de confiance qu'une seule séance va les faire et que j'ai pas vraiment besoin d'itérer dans un plan parce que la solution elle est peut-être assez évidente. Déjà dans ma tête ou dans mon prompt, d'accord? Ou pour n'importe qui, elle serait évidente la solution. Donc, pour pas mal de tâches, si vous êtes en train de pousser, je vous suggère d'utiliser les plans mode. Et après, pour le choix du modèle, les modes plans,
s'aligne très très bien avec les modèles des réflexions poussées comme Cloud Opus 4.6. D'accord? Parce que Cloud Opus 4.6 est un des modèles frontières avec des capacités thinking les plus approfondies. Et donc là, pour des tâches complexes de planification, je choisirais plutôt Opus 4.6. Et après, pour une tâche d'implémentation, on pourrait passer sur un modèle moins onéreux comme GPT 5.3 Codex et d'autres. Hein. Donc, c'est comme ça, par exemple, qu'on va pouvoir commencer à optimiser les coûts et l'achat du modèle. Comme vous l'avez compris, à chaque fois faire ce genre de choix peut devenir un tout petit peu pénible, à chaque fois devoir réfléchir à chacun de ces éléments. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite, une fois que vous avez trouvé votre pipeline DevSecOps local qui tourne, qui marche bien, la coder dans des fichiers custom agents, custom prompts, etc. Et de cette manière-là, pouvoir la réutiliser, éventuellement un jour la mettre en GitHub Agentic Workflows pour tout le monde. Voilà. Ok, super. Bah, on va passer rapidement sur les slides qui nous restent. Alors, ah oui, alors ça, c'est un vaste sujet aussi. Sur la partie, comment peut-on mesurer l'effet de Copilot sur notre pull request? Alors là, tu avais un truc quand même partagé, Daniel, peut-être très rapidement, parce qu'effectivement, il y a pas mal de critères et ça va surtout dépendre de vos objectifs. Donc, alors, là, ça va dépendre de vous, de votre organisation. Qu'est-ce que vous cherchez comme métrique? Est-ce que vous cherchez des métriques d'utilisation ou des métriques de résultats plus ou moins avancées? Si les dashboards que nous, on vous donne, ça ne vous suffit pas et que vous voulez aller plus loin, vous allez pouvoir utiliser nos API, d'accord, pour vous construire vos propres données. Et si, comme pas mal de scénarios, vous avez plusieurs outils dans votre plateforme DevOps, hein, parce que peut-être que vous avez un Jira, peut-être que vous avez un autre, je sais pas, un Jenkins ou quoi que ce soit, bah, il y a des solutions un peu plus avancées. Et nous, dans mon équipe, j'ai un collègue qui a mis en place une solution qui se base sur Apache DevLake, hein, qui est une solution de collection de données développeurs. Et il a développé Eldrick, une extension autour de GitHub et GitHub Copilot, qui va vous permettre vraiment d'absorber toutes les données de GitHub, de Jira, de Jenkins, de SonarQube, de plein de connexions sur Apache DevLake et après obtenir des métriques, plutôt des résultats comme DORA, comme adoption, comme impact, hein, parce que finalement, vous avez toutes les données de votre chaîne SDLC sur une même place. Donc, voilà pour l'éventail de solutions. Et qu'est-ce que le Copilot Coding Agent sait faire maintenant pour des projets Windows, build, test via Action et comment l'assiner depuis Visual Studio? Alors là, c'est pas, on était un peu sur l'interprétation. Si tu cliques peut-être, ce que j'ai voulu montrer, c'est déjà que en termes de capacité du Coding Agent, donc on parle bien de GitHub Copilot qui tourne sur la plateforme GitHub. En fait, aujourd'hui, il va pouvoir savoir faire tout ça, en fait, tout ce qui est build, test, etc. Il va pouvoir écrire vos actions, vos workflows GitHub Action. Donc, on n'a pas vraiment de limitation dans ce secteur-là, ou alors, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose de très spécifique Windows, et dans ce cas-là, il faudrait effectivement peut-être préciser. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu, quand on parle de Visual Studio, pas mal de nouveautés, puisqu'en fait, dans Visual Studio 2026, vous avez maintenant un certain nombre d'agents qui sont préintégrés dedans. Donc vous avez on en parle effectivement de custom agent qu'on peut définir, mais vous avez des agents préintégrés. Et en fait, comment est-ce qu'on va pouvoir s'adresser à eux, leur donner tâches? C'est en fait simplement avec le arrobase. Quand vous êtes dans Visual Studio 2026, vous tapez le arrobase, vous avez en fait cette liste d'agents qui apparaît, qui sont built-in. Vous voyez la partie contexte, par exemple, pour de l'analyse de votre contexte, le coding agent directement pour lui assigner des choses, mais aussi un agent debugger, test, profiler qui utilise les API directement de Visual Studio pour des tâches spécifiques comme la partie profiling d'une application, par exemple, ou debugger. Et l'agent Modernize qui permet de faire de la modernisation d'applications en .NET.
Donc voilà, j'espère que ça apporte des éléments, sinon on pourra préciser. Et donc pour finir, effectivement, on a quelques ressources à partager avec vous. Donc il y a le lab, le hands-on lab dont je parlais, donc on parlait expérimenter un peu la partie des use cases avec le MCP. Vous pouvez expérimenter directement là-dessus, donc avec cette URL, vous allez dessus, vous avez tous les use cases. Donc ça permet vraiment de faire un tutoriel de, si vous faites l'intégralité, si tout vous intéresse, de 3 heures, qui vous permet de monter en compétence sur GitHub Copilot et de voir ça, et notamment les MCP aussi. On a, tiens, Daniel de nouveau, qui apparaît sur une série de petites vidéos GitHub Copilot Tips qui sont sorties récemment. Donc là, peut-être tu vas en parler rapidement, c'est un format court, c'est ça? Oui, ce sont 4 vidéos pour l'instant, des moins d'1 minute chacune, où vous allez apprendre trop de choses en très peu de temps. Donc, je vous convie à jeter un coup d'œil, à nous faire part de votre feedback, hein. Et si le format plaît, on n'écarte pas de continuer à les reproduire pour d'autres cas d'usage. Et toujours GitHub Pathway du coup, qui est en fait simplement les petits parcours d'apprentissage sur la plateforme GitHub. Il y a bien sûr Copilot, mais pas que. Donc c'est sur tous les autres sujets qui sont liés à la plateforme GitHub, donc la plateforme elle-même, Action, Advanced Security, etc. Super. Bon, Sur les événements, on a bien sûr les iTours, hein, gros événement demain. Donc, bon, si vous n'avez pas votre billet, ça va être compliqué maintenant, mais pour ceux qui sont là, encore une fois, n'hésitez pas à venir nous voir. On sera présent la journée avec Daniel le matin sur le hub expert, donc vous pouvez venir nous voir, et l'après-midi sur les labs. Et d'ailleurs, en parlant de labs, sur le slide suivant. Alors si, non, petit point d'abord, avant qu'on passe au slide suivant, il y a le si, si. DevX Summit IMIA qui est la semaine prochaine. Donc cela, vous pouvez vous Mhm. inscrire, qui est en ligne. Celui-là. C'est le lien qui est ici, DevX IMIA, effectivement. N'hésitez pas Mhm. à vous inscrire parce qu'on a pas mal de contenu également autour de tout ce qui est la Dev Experience. Super. Voilà. Et donc, pour ceux qui ont la chance de venir demain, vous pouvez nous retrouver du coup lors de 2 breakout sessions autour de l'IA pour les développeurs et 2 workshops également. Donc, effectivement, on va parler Ops avec GitHub, avec Azure Copilot et GitHub Copilot, et on va parler de migration de code avec GitHub Copilot au niveau des workshops. Les salles sont prêtes, hein, Philippe. Oui, on est dans la salle, vous voyez, il y a de la place, mais bon, c'est sur inscription, donc foncez vous inscrire si c'est pas encore le cas. Voilà. On va bien travailler demain. Ouais. Et voilà, et donc les prochaines dates. Donc voilà, on a les prochaines dates les prochains rendez-vous des Office Hours. Et d'ailleurs, on a oublié de le dire, mais un des prochains sujets qu'on va également traiter, parce qu'il y avait beaucoup d'actualités, on n'a pas pu tout mettre, sinon on aurait fait que de la démo, mais c'est le GitHub Copilot SDK. Donc si c'est un petit peu obscur pour vous, on va faire une session dédiée, et sachant que comme on l'a vu avec les Agentic Workflows, ça s'appuie derrière sur le runtime de la Copilot CLI. C'est le même principe pour le SDK, mais pour construire des applications. Donc, on va effectivement avoir dans une de ces prochaines sessions un deep dive là-dessus avec pas mal d'exemples. Voilà. Super. Et N'hésitez merci pas. à tous. Ouais, merci à Merci à tous. tous et n'hésitez pas à nous faire part de votre feedback comme d'habitude, hein. Et pour ma part, avec plaisir pour cette séance. C'est toujours un plaisir de partager. C'est Philippe. ça. Pareil, toujours avec plaisir, et on espère pouvoir vous rencontrer pour ceux qui sont là demain. N'hésitez pas à venir nous voir. Merci à tous, bonne Au soirée. revoir, merci. Au revoir.